Bonjour et bienvenue à cette conférence Réussir la première rencontre avec l'être aimé, son client. Ouais, je me trompe tout le temps, puis c'est un vrai problème. Euh, D'abord, vraiment, je suis vraiment pas content avec ce titre. C'est un vrai problème parce que quand j'ai regardé des tutos de conférences, conférence 101, ça dit généralement de choisir un titre fort qui évoque des choses à tout le monde. Et même certains templates que j'ai vus suggèrent d'utiliser des titres de films célèbres. Bon, alors du coup, j'ai essayé, puis ça pourrait te donner quelque chose du genre premier contact. Visuellement, ça aurait pu donner quelque chose comme ça. Vous auriez cru qu'il y allait avoir des extraterrestres, qu'Amy Adams, Jeremy Renner ou Forest Whitaker allaient venir en tant qu'invité, que je m'appelais Denis Villeneuve. Bref, on n'aurait rien compris. Parce que déjà, je m'appelle pas Denis Villeneuve. Je m'appelle Gaël Redman et je fais pas de film non plus. En fait, je suis coach, consultant et formateur chez Kahneman Québec. Malgré tout, c'est bien de ça qu'on parle. Votre premier contact, votre première rencontre avec votre client, votre patient, votre prospect, votre futur coaché, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, cette première rencontre-là. Et j'espère pour vous qu'elle ne sera pas du troisième type, même si je ne connais pas vos clients. Pour ceux qui n'aiment pas la science-fiction, on pourrait faire exactement la même intro un peu bancale là, avec Love at First Sight. Ça aurait marché aussi bien, mais j'ai vérifié avec Val Kilmer, elle n'était pas dispo, du coup, on va rester sur les aliens.
Si tout se passe bien aujourd'hui, vous allez repartir avec ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous allez repartir avec une approche de vos rencontres clients, facile à mettre en place, et représentée par ces petits chevrons là. Alors, mystère pour l'instant, qu'est-ce qui se cache derrière les chevrons? Et vous allez aussi repartir avec tous ces gains-là. Normalement, si vous mettez en place cette approche-là, vous allez pouvoir repartir avec ces magnifiques 5 points. 6 si on compte celui qui est un petit peu indenté. Mais ça, c'est juste un petit teaser parce que pour l'instant, on va détailler d'autres choses avant d'en arriver là. Alors, comme dans les films, je vais commencer par un avertissement, ce qui s'appelle disclaimer. Ici, ça sera sur le vocabulaire. Alors, c'est pas que je vais être grossier, normalement non, mais je vais utiliser le terme coach. Pas mal, voire je vais en abuser. Mais ce terme peut revêtir en fait plein de réalités. Je vais utiliser coach pour plein de choses. Je vais indifféremment qualifier de coach tout professionnel dont le travail consiste à accompagner des clients, des gens, à les aider à changer, à devenir la prochaine et meilleure version, j'espère, d'eux-mêmes. Ces clients pourraient être des individus, des groupes, des organisations. Ces professionnels peuvent être des coachs agiles, par exemple, c'est mon cas, y compris des coachs un peu spécialisés comme des Scrum Masters. Ça peut être des experts lean, ça peut être des coachs personnels, des coachs professionnels, des gestionnaires du changement et bien d'autres choses du moment qu'on fait de l'accompagnement des personnes. Donc, pour un souci de simplicité, je vais utiliser ce terme coach, mais ne soyez pas vexés si je ne dis pas exactement le titre de votre travail et que pourtant vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que je vais raconter. Retour à mon template de conférence 101. Dans le template que j'avais trouvé pour la présentation, il disait de mettre une citation qui donnerait une bonne idée de quoi on allait parler. Bon, du coup, je m'y suis collé et voilà ce que ça donne. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. C'est un classique de David Swenson. On ne sait pas qui il est, même Wikipédia ne sait pas qui il est, mais il a certainement raison. Mais du coup, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai ajouté une deuxième citation pour mieux illustrer mon propos. Et cette citation, c'est oui, mais pas que. Oui, réussir sa première rencontre avec son client, ça parle de première impression, c'est sûr, mais il y a aussi plein d'autres choses derrière. Puis pour ceux qui se demandent de qui est cette citation, c'est d'une personne que vous connaissez beaucoup mieux que David Swenson, puisqu'il s'agit de moi. Et je vous jure, c'est une citation valable, hein, vous me connaissez vraiment plus que David Swenson. Et pour enfoncer le clou, tant qu'on parle de moi, je vais en profiter pour glisser une petite anecdote qui va vous éclairer un petit peu plus sur ce que je veux dire sur ce oui, mais pas que. Alors ça, c'est une personne qui est très bien représentée ici. C'est moi qui ai dessiné, j'ai fait de mon mieux. Normalement, on reconnaît les cheveux longs, les lunettes et la barbe mal rasée. Et le teint vert, comme sur toutes les photos que je diffuse partout, c'est moi. Voilà. Donc c'est effectivement, vous pourrez faire mieux niveau dessin, mais voilà, je suis à mon max, là, promis. Et moi, j'avais de gros maux de tête. Et donc forcément, je suis allé voir cette personne. Ouais, je me suis surpassé là pour le dessin. Donc normalement, vous avez reconnu cette personne, c'est un médecin. Bref, j'entre dans le bureau et puis je dis à la personne à la réception que je viens pour des maux de tête. Elle me répond de m'installer dans la salle d'attente et que le docteur viendrait. Au bout de quelques minutes, le docteur entre dans la pièce et me dit de faire des bains de pied 2 fois par jour et d'appliquer une pommade pour laquelle il me tend une prescription. Et il me souhaite rapidement une bonne journée et s'en va. Première impression, wow, ça a été rapide. Mais le oui, mais pas que, c'est ça. Après coup, je me suis dit que je n'étais pas médecin, mais que j'étais pas super confiant non plus. Est-ce que ce traitement allait vraiment aider mes maux de tête? Est-ce qu'il a vraiment compris mes problèmes ou est-ce qu'il propose toujours le même remède miracle à tout le monde? Et il ne m'a même pas vraiment parlé, puis encore moins écouté. La seule chose qu'il m'a dit, c'est voilà le traitement, au revoir. C'est un peu le oui, mais pas que, là, il fait peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire qui va sans doute me valoir un Oscar du meilleur scénario, inspiré d'une histoire vraie, et il va peut-être me donner une place de directeur artistique chez Pixar, qui sait. Évidemment, ici, on parle d'un cas exceptionnel, hein. Tous les médecins ne sont pas comme ça, heureusement pour nous, et heureusement qu'ils ne procèdent pas exactement comme ça. Alors là, je vais vous demander un petit peu votre avis. À votre avis, un médecin, qu'est-ce qu'il fait généralement? Dans quel ordre il fait les choses et quelles choses il fait? Alors, je vous laisse un petit peu répondre. Là, vous avez le module exprès pour ça, pour répondre à ça. Et puis, Fernanda va
va m'aider à passer en revue ce que vous avez à nous dire. Alors, essayez d'imaginer un bon médecin, pas le même que le mien, là. Si vous en avez un comme ça, c'est pas la généralité. Bon, on commence à voir des commentaires. Il doit écouter Ouais, un diagnostic, faire oui, un un diagnostic, diagnostic, tout à fait. On appelle ça une auscultation, hein, généralement, effectivement, chez un médecin, mais oui, c'est ça. se présenter, Mhm. écouter, parler, prescrire, en grosso modo. Ok, donc là, on a un jeu de passe, j'écoute et je parle, et j'écoute et je parle plusieurs fois, ok. Demander les symptômes physiques ou Mhm. non, psychologiques. Ouais, ok. Ok, c'est effectivement, essayer de poser des questions pour orienter et comprendre ce qui se passe. Ok, Oui. Poser des questions, poser des questions, rassurer son patient, rassurer, très important. créer un lien de confiance, Mhm. Donc établir la avoir, confiance. avoir l'historique du patient. Mhm. Il écoute, il évalue, il pose un diagnostic, il propose un traitement. Ok, ouais, ça vient à la fin, effectivement, il y a un traitement qui est proposé. Ok, pas mal, pas mal. Alors, bah, je vais aussi apporter ma petite contribution du coup. Euh, Généralement, il y a 4 grandes étapes. Bon, parfois plus, rarement moins. Euh, Ça dépend du modèle que vous allez vouloir prendre. Voici le mien. Généralement, la première chose, ce que j'ai appelé discussion exploratoire ici, c'est de poser des questions pour comprendre le besoin du patient. Mais surtout, écouter. Ça, vous l'avez dit plusieurs fois. Là, les médecins ont des routines de questions, hein. Ça commence par généralement des questions du style: où est-ce que vous avez mal? Avez-vous changé quelque chose dans vos habitudes? Peut-être, par exemple, moi, avec mes maux de tête, si j'avais changé mes lunettes, ça pourrait peut-être expliquer. Il y a aussi des questions rebonds. Donc, quand tu proposes quelque chose, il va explorer plus. Quand je vais dire, par exemple, que j'ai des douleurs cervicales, tu de découvrir s'il y a un lien. Est-ce que les apparitions des douleurs cervicales et des maux de tête sont simultanées, etc. Donc, bref, il va explorer, effectivement. Mais il a une sorte de méthode quand même, une sorte d'entonnoir de questions, ici médicales, pour identifier les causes potentielles de mon problème. Et ces causes vont être de plus en plus précises avec les questions qu'il va me poser. C'est vraiment pour ça que je parle d'entonnoir de questions ici. OK, donc ça c'est la première étape. Et vous l'aviez effectivement tous mentionné. Ensuite, on aussi mentionné par vous, diagnostic et observation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, généralement, le médecin fait une auscultation, il fait des tests, des observations directes pour conforter ou modifier les idées qu'il avait générées avec sa phase précédente d'évaluation orale. OK, pas de mystère, vous l'aviez aussi trouvé celui-ci. Ensuite, effectivement, des gens ont parlé de traitement. Une fois qu'il a bien identifié le besoin du patient, qu'il a bien compris, bien vérifié, il faut le soigner. Et pour ça, il faut trouver le bon médicament parmi tous ceux qui sont disponibles sur le marché. Ça peut aussi être ici dans la phase de prescription, ça peut être suivi de quelques questions supplémentaires, hein. Avez-vous des allergies? Est-ce que vous avez un mode d'administration préféré? Vous préférez un sirop? Vous préférez des cachets? Ça peut être ça. Mais généralement, c'est effectivement le moment où, ensemble, on va choisir un traitement. J'ai surtout le médecin guidé un petit peu par nos préférences. Enfin, il y a la quatrième étape qui est la posologie. C'est comment on va le prendre, ce médicament, et à quelle fréquence. Il peut y avoir aussi parfois, pas toujours, hein, puis ça dépend aussi du type de médecin auquel on a affaire, il peut aussi nous donner des exercices à faire pour renforcer l'efficacité des soins prescrits sans que lui-même soit là. Typiquement, moi, si on avait bien identifié que j'avais des problèmes au cervical, peut-être qu'il m'aurait donné des exercices à faire où je devrais tourner ma tête et faire des étirements du cou, etc. Peut-être. En tout cas, il va me confier ma santé, euh, même si lui n'est plus là. Il va me donner des choses à faire pour que je puisse continuer sans son aide. Okay. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un. En tout cas, moi, ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle ce genre de personne. Alors, ce genre de personne, normalement, vous avez tout de suite reconnu un coach agile. Une personne avec un marqueur devant un tableau où il y a des colonnes et des post-it, c'est un coach agile. Mais mine de rien,
la méthode qu'on a décrite avec le médecin va un petit peu ressembler à quelque chose qu'un coach agile, pro, perso, rappelez-vous, hein, quand je dis coach, c'est tout le monde, va faire. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, on va voir, il y a quelques détails. Évidemment, le coach ne va pas prescrire de médicaments, en tout cas pas officiellement. Donc, méfiez-vous, si un coach près de chez vous le fait, c'est suspect. Donc, pas de prescription et donc pas de posologie non plus. À la place, les coachs participent à la co-construction en fait, d'un plan d'évolution basé sur leurs diagnostics et leurs observations. Certains parlent de plan de transformation, ça, vous l'avez entendu hein, certainement dans une entreprise près de chez vous. Certaines méthodes qu'on ne nommera pas, petit indice, elles sont soi-disant sûres, en tout cas c'est ce que le nom suggère, parlent par exemple d'implémentation ou d'implantation. Enfin, les coachs apportent les connaissances nécessaires à l'exécution du plan, la plupart du temps sous forme de formation, et fournissent ensuite des moyens, ça peut être des outils, des techniques, etc., pour que l'évolution se poursuive même lorsqu'ils ne sont plus là. Et tout cela est bien documenté. Tout cela est traité sous plein de formes. Il existe de nombreuses approches sur toutes ces étapes. Toutes? Vraiment? Si c'était le cas, ben évidemment, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va se pencher sur la première étape. C'est celle de laquelle découlent toutes les autres, et pourtant c'est aussi celle pour laquelle nous avons le moins de matériel à notre disposition. Alors, ce n'est pas le néant non plus. Je ne sais pas ce que je dis. Étant coach chez Kanban Québec, ça serait vraiment dommage si je ne mentionnais pas, par exemple, la démarche statique ou encore un peu plus vieux, le value stream mapping. Donc, il existe des choses pour les discussions exploratoires, mais quand même en quantité. Si je compare la quantité d'informations qui est disponible sur les autres étapes, la discussion exploratoire semble être la partie mal aimée. Du coup, je vous propose ma démarche perso, enfin, elle n'est plus vraiment perso maintenant, hein, vu qu'elle est utilisée par de nombreux coachs chez pas mal de clients chez qui j'ai travaillé depuis. Donc, je vais essayer de vous transmettre ça aujourd'hui. Alors, outre l'attachement que j'ai pour cette approche, vu que je l'ai lancée, elle a plusieurs avantages malgré tout. On ne va pas tous les citer maintenant, évidemment, sinon j'aurais plus de présentation. Mais en guise d'apéritif, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très efficace. C'est-à-dire en termes d'heures investies, vous n'avez peut-être pas beaucoup à investir en termes de temps. Elle permet d'obtenir beaucoup d'informations fiables rapidement. Elle est aussi très facile à mettre en place, donc elle ne nécessite pas vraiment de logistique ni de connaissances préalables. Et je l'ai sobrement appelé la démarche 555. Alors 555, c'est aussi le code régional pour le cinéma. Mais ce n'était pas vraiment fait exprès. Hein, mais bon, on reste dans le thème en tout cas. Je l'ai appelé comme ça, surtout parce que, comme vous l'avez constaté, je suis quand même pas super doué pour les titres. Hein. On a vu avec le titre de la conférence, j'ai pas toujours beaucoup d'imagination pour tout ça. Alors, malgré tout, je peux expliquer ce que ces 5, 5 et 5 veulent dire. En fait, je me suis juste contenté de réutiliser les chiffres qui apparaissent dans la démarche. Donc, elle comprend 5 étapes. Au maximum, parce que vous allez voir, certaines vont être optionnelles. On en reparlera un peu plus tard. La plus importante des étapes, c'est une entrevue qui comprend elle-même 5 phases. OK. Donc, ce sont un petit peu ces 5 phases, sortes de prismes, un peu des lentilles qui vont nous permettre de recueillir des catégories d'informations bien spécifiques. Donc, on aura 5 catégories. Et enfin, à la fin de la démarche, nous devrions être en mesure de répondre à 5 questions que j'appelle les 5 questions fondamentales d'un coach. Et c'est ces 5 questions que chaque coach, alors encore une fois, rappelez-vous ce disclaimer vocabulaire, 5 questions qu'un coach devrait se poser avant d'accepter d'intervenir. Quelles sont ces 5 questions? Suspense. On va d'abord se pencher sur le cœur de la démarche, qui est l'entrevue. Alors, l'entrevue, les 5 grandes phases, c'est RPBDC. J'adore le dire. Je trouve que ça sonne un peu comme une formule magique. RPBDC, ça fait abracadabra un petit peu. Bon, en fait, c'est pas si magique que ça, mais c'est une grille de classification de l'information très efficace. J'en ai pas la paternité. Et en fait, elle est souvent attribuée à Vincent Lénard. Alors, c'est pas super sûr non plus que ça soit la personne dont ça origine, mais c'est quand même à lui qu'on l'attribue la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire ça. Donc, le R, c'était pour réalité. Réalité est fait. Okay, ici, c'est vraiment, on va
capter toutes les informations qui sont incontestables, qui sont vraiment factuelles. Ensuite, il y a tout un type d'information qui est lié à des problèmes, des difficultés que les personnes rencontrent. Il y a une partie besoin, donc c'est de quoi les gens ont besoin pour s'en sortir, pour surmonter leurs problèmes. Il y a une partie de demande. Alors là, on pourrait se dire, demande, besoin, c'est quand même assez proche. Et l'idée ici de faire la différence, c'est il y a ce dont on a besoin et il y a ce qu'on veut. C'est pas toujours exactement la même chose, mais ben, ça tombe bien, c'est à nous de faire la part des choses. Et surtout, il y a la partie contrat, mandat et périmètre. Donc le C, c'était pour contrat, mandat et périmètre. Alors, au cas où je n'aurais pas insisté assez, je vais le mettre en gras. On a 4 phases qui vont nous permettre, les 4 premières, en fait, d'atteindre la dernière. Parce que c'est pour un coach, c'est le plus important, mandat et périmètre. OK. Donc, on va essayer d'utiliser les 4 premières phases pour construire naturellement cette partie-là. OK. Voyons un petit peu de quoi ça a l'air, le support de l'interview. OK. Ce que vous avez devant les yeux, parce que là, gros pavé de texte, vous n'êtes pas obligé de tout lire. on vous donnera accès à tout ça au gabarit, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de lire chaque petite ligne. Restez avec moi. Ne quittez pas la salle en courant, enfin, même si c'est une salle virtuelle. Ici, ce que vous avez, c'est vraiment juste un cadre. C'est une suggestion de questions. Ce n'est pas un script. Ça veut dire que chaque personne qui va l'utiliser, va utiliser ce gabarit-là, peut y ajouter sa petite saveur, sa pointe d'humour, ses questions favorites, etc. Voire, on peut l'adapter au contexte. Là, la version que vous avez sous les yeux, c'est la version typique d'un accompagnement d'une équipe ou d'un groupe. On peut facilement l'adapter à des individus ou à des programmes, donc avec plusieurs équipes. Et si on a le temps, je vous montrerai des exemples de tout ça. Bon, je ne devrais pas vous le dire, mais malgré tout, même si ce n'est qu'un cadre, si on se contentait de ces questions-là, on obtiendrait déjà un mandat, un périmètre assez clair. Bon, voilà. Mais je ne vous l'ai pas dit, OK? Si le coach n'a pas besoin de creuser trop, c'est-à-dire n'a pas besoin d'ajouter des questions que j'ai appelées rebonds, là, en plus de celles qui sont déjà là, en général, en 1 heure, 1h30, vous allez boucler l'affaire. C'est assez rapide. Pour aller plus loin, il y a un guide en fait que je vous fournirai aussi qui accompagne le questionnaire et il explique certaines idées derrière les questions, pourquoi ces questions sont là, pourquoi elles sont formulées telles qu'elles sont, puis il va aussi donner des pistes pour aller encore plus loin, explorer les besoins du client, etc. et se sortir de certaines impasses. Typiquement, il y a des gens qui vont vous dire ce que j'aimerais, c'est augmenter la vélocité de l'équipe. Bon, bah là, par exemple, le guide va vous aider à repérer la dissociation qu'il va falloir que vous opériez dans vos questions entre la solution et le bénéfice que la personne cherche. Donc là, elle est déjà en train de parler de mettre en place quelque chose et vous, ce que vous allez devoir creuser, c'est quel est le vrai besoin derrière. Donc là, le guide, en fait, va vous aider avec ça pour aller plus loin quand vous êtes devant ce genre d'impasse-là. Je vous fournirai tous les liens utiles, ne vous inquiétez pas. Je vais quand même explorer un petit peu ce qui se passe là devant nous. On va commencer par la première colonne. Ici, c'est vraiment la plus simple. Elle va surtout servir à recueillir de l'information qui va nous aider pour les colonnes suivantes. Alors, je vais m'expliquer un peu. Alors, outre identifier le groupe ou l'individu qui nous demande de l'aide ici, on va surtout aussi mettre en place, on va essayer d'identifier la hiérarchie des personnes. Ce qui nous intéresse ici, c'est de connaître le chef de la personne qui nous parle et le chef du chef, donc 2 niveaux. Okay, et l'autre chose qu'on va essayer d'identifier aussi, c'est les clients de cette personne-là. Qui est-ce qu'elle sert? Okay. On va vérifier si effectivement les demandes sont liées à des horizons temporels fixes. Hein. On va vérifier ça parce que peut-être que nous, on doit travailler sous contrainte temporelle aussi. Et on va regarder si cette personne-là vit dans un microcosme toute seule ou si elle interagit avec d'autres et qu'il y a des questions de dépendance avec ces autres personnes. Notamment aussi, parfois aussi, s'il y a plusieurs time zones qui sont là, fuseaux horaires. On peut regarder ça. Puis on va regarder un petit peu comment ils travaillent. Donc on va essayer de leur demander est-ce qu'ils ont déjà des méthodes en place ou est-ce que non, quels sont les événements qu'ils ont en place pour suivre leur travail, etc. On va vérifier ça. Et tout ça, ça va nous servir pour la suite.
Ça va nous servir notamment pour la suite qui est essayer de comprendre leurs problèmes. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, avec cette catégorie d'informations-là, j'aime bien dire aux gens juste pourquoi vous m'appelez là, quel est votre plus gros irritant, juste pour leur vider l'esprit. Comme ça, après, ils sont dans un mode plus constructif. Ils sont pas le truc qui leur brûle la langue. Il faut que je dise mon problème le plus important. Donc, on commence par ça. Mais ensuite, on peut élaborer un petit peu. Et puis, c'est là qu'on va utiliser les niveaux de hiérarchie. Ah, ok, donc dites-moi vos problèmes à vous. Mais à votre avis, si vous vous mettiez dans les chaussures de votre boss, qu'est-ce que cette personne pense que vos difficultés sont? Et puis pareil, un niveau au-dessus. Donc le chef de votre chef, à votre avis, qu'est-ce que cette personne pense que vous avez comme difficulté? On peut faire pareil avec les clients. Donc on commence à explorer les problèmes, mais pas seulement en première main, on essaie de les forcer à prendre différents éclairages. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Puis on essaie de vérifier aussi ce qu'ils ont déjà essayé pour résoudre leurs problèmes. Ça, c'est important aussi, notamment pour ne pas refaire la même chose. Puis là, il y a cette colonne besoin. Cette colonne besoin, c'est un petit peu la colonne spéciale, un peu bizarre, parce qu'on n'est pas obligé de la remplir tout de suite là. On va essentiellement vérifier une chose en direct dans l'entrevue, c'est de vérifier si c'est vraiment en changeant la façon de s'organiser que le problème sera résolu. Typiquement, j'ai eu des cas où les gens voulaient juste des nouveaux outils. Et là, je ne peux pas faire grand-chose pour eux. Il faut juste qu'ils acquièrent les outils. Donc là, on va vérifier ça. Il y a des gens qui aiment le remplir en direct pendant l'entrevue parce qu'ils y arrivent. Il y a d'autres qui vont moins y arriver puis qui vont le faire plus tard. Ça, c'est pas du tout grave. Vous allez voir, c'est pas si linéaire que ça en a l'air. Il est tout à fait acceptable de remplir une colonne, de revenir en arrière, de ne pas en remplir une et puis de la remplir de façon asynchrone plus tard. Il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, il y a cette colonne demande. Donc, rappelez-vous cette différence entre ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Là, c'est ça, c'est qu'est-ce que la personne veut. Et la première chose qu'on va vérifier, c'est leur appétit aussi à changer. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire quelque chose? Parfois, la réponse peut être non. Ça m'est arrivé où des gens me disent juste non, je veux juste une banque d'idées pour changer, mais je ne vais rien changer aujourd'hui. Donc là-bas, c'est le moment de vérifier ça. Vous avez toute une partie sur la catégorisation ici. Vous allez voir que ça ne sert pas exactement tout à fait au client tout de suite. Ça sera surtout pour vous plus tard, mais on en reparlera de ça. Et enfin, je ne l'ai encore jamais dit, je crois, la partie la plus importante, contrat, mandat et périmètre. Ici, vous allez vérifier les pouvoirs qu'on vous donne. C'est ça, votre mandat. Hein. Si on vous donne un certain nombre de pouvoirs, et puis vous allez les appliquer sur des gens, et c'est ça le périmètre. Et dans tout ça, donc il y a plein de questions pour vérifier que la personne qui vous donne ce mandat a bien l'autorité de vous donner ce mandat. Vous allez vérifier qui elle inclut, qui elle exclut aussi, c'est très important. Et ensuite, vous allez vous mettre d'accord sur des critères de succès. Comment on va savoir que mon travail, à moi, coach, est terminé et que ça s'est bien passé et que je peux aider un autre groupe ou partir sur un autre mandat avec le même groupe. Donc là, vous allez discuter ça. Donc, je ne vous rentre pas dans le détail non plus ici, mais il y a quand même ici une notion qu'il faut qu'on mentionne. C'est bilatéral. Donc, vous engagez sur les critères de succès, mais en échange, vous avez besoin d'un investissement de la part du groupe que vous allez aider. Donc là, c'est là où aussi vous allez discuter ça. OK. Donc là, j'ai beaucoup parlé sur un seul slide. Normalement, ça n'arrivera plus. Et pareil, je ne suis pas rentré dans le détail, mais vous aurez à votre disposition le matériel. Donc normalement, vous pourrez regarder les petites lignes. Alors, on vient de voir du coup le premier 5 de la démarche 5-5-5. Donc rappelez-vous, c'était une entrevue en 5 phases. Donc là, c'était ces 5 colonnes-là. Et là, vous avez devant vos yeux les 5 grandes étapes de la démarche. Alors là, vu que c'est que des chevrons, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors explorons-les ensemble. Donc la première étape, c'était l'entrevue, on vient de le voir. Et c'est aussi la plus importante. C'est pour ça qu'elle est plus large que les autres. Mais cette entrevue-là, elle est parfois pas suffisante. On a une étape où on va collecter plus de renseignements. J'ai appelé ça information additionnelle. Vous vous souvenez, dans l'entrevue, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça, mais il y avait par exemple à la toute fin une question, je vais vous le remontrer, hein. Qui devrions-nous voir d'autres? Donc c'est la toute dernière question qui est une question optionnelle ici.
Ben, typiquement, si on nous dit, si on nous donne le nom d'une personne qu'on devrait voir plus tard, ben, c'est le moment dans la partie des informations additionnelles d'aller la voir pour compléter ce que la première personne nous a dit. Ça peut aussi parfois consister en la récupération et la consultation de documents supplémentaires dont vous auriez parlé pendant l'entrevue, typiquement des organigrammes, des explications sur des chantiers précis, etc., ce genre de choses. Je peux vous donner aussi un exemple récent. Donc, c'est un collègue qui fait cette démarche-là avec des clients. Et leur but, eux, ils sont une équipe qui doit faire émerger les fonctionnalités critiques d'un futur produit financier, un futur produit financier à mettre en place. Et ils doivent pas le monter, mais trouver quelles seraient les fonctionnalités critiques que ce produit devrait inclure. Okay. Et afin de vérifier s'ils ont raison, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ensuite, un prestataire leur fait un prototype de ce qu'ils ont eu comme idée, et puis ils voient si c'était un bon produit ou pas. J'en discute avec mon collègue, et puis je lui suggère quelques idées d'atelier, et notamment, je lui dis peut-être on pourrait faire un design sprint. Donc un design sprint, c'est l'équipe qui a les idées va passer une semaine avec l'équipe qui va réaliser le prototype. Et là, il me dit que finalement, c'est pas sûr que ce soit possible, parce que potentiellement, il n'y aurait pas un prestataire, mais peut-être plusieurs candidats, et que celui qui ferait le meilleur prototype serait retenu pour construire le vrai produit plus tard. Mais comme il n'est pas sûr, il doit vérifier. Comme il doit vérifier, ça tombe bien. Il aura le temps de le faire puisque c'est prévu dans la démarche. Il aura une étape faite pour ça. Ensuite, il y a une nouvelle étape ici, évaluation par les pairs. Alors, vous voyez que j'ai changé de couleur. Alors, j'avais dit tout à l'heure un petit peu, si vous vous souvenez, qu'il y aurait des étapes, optionnelles. Bah là, on est en plein dedans, on est en plein dans l'étape optionnelle, parce qu'elle est soumise à des conditions. Alors là, évidemment, la condition, c'est qu'il faut disposer d'un collègue, sinon on ne peut pas poser de questions à un pair ou une paire. Ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui travaille au même endroit que nous. Alors, ça ne peut pas être quelqu'un extérieur qui travaille avec un autre client, pour des raisons évidentes de confidentialité. Je ne peux pas donner des informations sur mon client actuel à quelqu'un qui ne travaille pas pour lui. C'est quand même anti-éthique, anti-déontologique. Mais si vous avez personne sous le coude, il existe quand même encore des méthodes. Vous pouvez utiliser Bob. Alors Bob, ben, c'est lui Bob. Alors peut-être que pour vous, il ne s'appelle pas Bob. Ça peut paraître un peu idiot, puis ça ne fonctionnera pas forcément non plus pour tout le monde. Mais moi, par exemple, je trouve plus facilement les failles et les manques dans mes raisonnements et mes travaux quand je les expose à quelqu'un, à l'oral. Et parfois, j'ai personne sous la main. Du coup, je raconte ma vie à Bob. Alors faites bien attention de n'avoir personne d'autre sous la main avant de faire appel à Bob, hein, quand même. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre de dispo, non seulement cette personne pourrait se vexer, mais surtout, elle va essayer de vous faire interner, hein, parce que si vous commencez à parler des objets avec d'autres personnes autour de vous, je vous assure, c'est un peu gênant. Mais que vous ayez un vrai collègue ou pas, ou que ce soit Bob, l'idée ici, c'est de clarifier ce qui s'est dit, de bonifier, de compléter ce qui manque. Et par exemple, bah là, c'est typiquement le bon moment pour compléter cette fameuse colonne des besoins, qui est la plus dure à compléter en direct. Bref, l'idée, c'est de peaufiner et de s'assurer qu'on aura tout bien compris et qu'on n'aura rien laissé dans l'ombre. OK. L'étape suivante, toujours orange, donc elle est toujours applicable sous condition. Évidemment, là, vous pouvez aussi deviner laquelle. Il faut avoir un responsable. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire un responsable? Donc, puisque c'est info additionnelle de votre responsable. Ici, l'idée, c'est surtout un responsable d'une cellule de coach, d'une équipe de coach. Ça peut être, je vous donne des exemples typiques de ça, ça peut être des centres agiles, ça peut être des équipes d'accompagnement du changement, ça peut être ce genre de choses-là où ils sont en équipe. Et donc, bah, il y aurait un responsable de cette équipe-là. Et si vous êtes dans ce cas, il y a plein de données que le responsable connaît et pas vous. Par exemple, si vous apercevez dans l'entrevue qu'il y a la nécessité de mettre en œuvre certaines connaissances que vous n'avez pas, je prends un exemple ici, par exemple, si ça parle d'agilité à l'échelle et puis vous n'y connaissez rien, bah, ce responsable-là pourra vous dire si un de vos collègues dans l'équipe a les bonnes compétences et si cette personne est disponible ou pas.
Il va aussi, par exemple, vous dire si il peut être intéressant de faire monter quelqu'un en compétence sur ce sujet, parce que ça peut être quelque chose qui revient fréquemment, puis à chaque fois on dit bah, on n'a pas la compétence. Bah, là, c'est le bon moment. Vous vous souvenez dans la partie demande, toutes ces catégorisations de l'intervention, bah, ça sert à ça en fait. C'est à dire, ah tiens, ça parlait de agilité à l'échelle, oh tiens, ça parlait, je sais pas moi, euh, euh, de qualité produit, ça parlait de produit, donc il faut quelqu'un qui s'y connaisse en product ownership. Ça peut être ce genre de choses-là. C'est à ça que ça va servir, et donc bah, là, votre responsable va pouvoir utiliser ces informations-là. Autre scénario possible ici, euh, dans la discussion avec votre responsable, au-delà de la capacité des compétences, c'est peut-être l'évaluation aussi de la pertinence de l'intervention d'un coach. Est-ce que c'est bénéfique pour l'équipe d'intervenir? Alors, bénéfique en termes d'impact sur l'entreprise, en termes d'alignement avec la stratégie de la dite entreprise. Ça peut être aussi en termes de risque. Y a-t-il un risque pour la réputation de l'équipe? Je vais vous donner un exemple là-dessus aussi, un exemple sur une discussion qui m'est vraiment arrivée. Donc, le mandat qu'on me propose, c'est d'aller passer 2 heures avec une équipe pour leur expliquer comment on évalue des récits en points. Et la personne qui me donne le mandat me dit, bah, moi j'ai déjà essayé plusieurs fois, ils ne comprennent pas, donc j'ai besoin d'un professionnel, là, tu vas m'expliquer ça parce que j'ai besoin qu'il commence demain. Et là, en fait, il y a un énorme risque pour le coach. Bah, le premier risque, c'est d'abord de se mettre l'équipe à dos, parce que si ça fait plusieurs fois qu'on leur explique, ils ont probablement compris, c'est juste que ce n'est pas adapté à leurs besoins. Ça, c'est le premier risque, se mettre l'équipe à dos. Ce n'est pas encore peut-être le plus important. Le deuxième risque, c'est que il y a peu de chances qu'en 2 heures, vous changiez le monde, hein, et une équipe non plus. Donc, si le mandat, c'est juste 2 heures très, très ponctuelles comme ça, c'est très risqué pour vous parce que vous allez probablement avoir peu d'impact. Et du coup, on va dire, bah, les coachs sont venus, ils n'ont servi à rien. Les agents d'accompagnement du changement sont venus, ils n'ont servi à rien. Ils sont passés 2 heures avec nous, ça ne servi à rien. Dangereux. Donc, ça peut être ça. Donc, ça va servir à ça. Une partie de ces infos, donc cette étape-là va servir à ça notamment. Donc, c'est aussi évaluer ce risque-là. Alors, comme vous pouvez le constater aussi, ce n'est pas une simple collecte d'informations au sens strict. J'aurais peut-être dû changer un petit peu les mots ici, mais c'est plutôt un dialogue. Donc, il est aussi possible que nous, on sache qu'une intervention ne serait pas alignée directement avec la stratégie de l'entreprise et vous allez juste l'expliquer à votre responsable. Mais il se peut, vous avez besoin que ça soit un dialogue parce que même si vous savez que ce n'est pas aligné avec la stratégie, il se peut que votre responsable vous demande d'y aller quand même. Parce que peut-être il y a un gain important en termes de visibilité à aller chercher. Donc c'est vraiment un dialogue. Il y a vraiment des choses à peser ici, à mettre en balance. Et qui sait ça mieux que quiconque? Bah, évidemment, c'est le responsable de l'équipe. Donc c'est pour ça qu'il y a cette étape-là. Alors quand vous êtes seul, encore une fois, je reviens à quand vous êtes seul, là, il n'y a pas de Bob. Il n'y a pas besoin, parce que généralement, bah, vous les prenez déjà, toutes ces décisions-là, en termes de risque, en termes d'alignement, etc. Vous le faites. Parfois, c'est conscient, parfois non. Mais je trouve, moi, que si vous gardez ça en tête, que vous allez devoir vous poser ces questions-là, même quand vous êtes tout seul, je trouve que ça aide. Donc, finalement, faire comme si on dialoguait, même si on est tout seul, ça peut servir. Et à la fin, retour dans les bleus, c'est-à-dire que là, c'est plus une étape optionnelle. Retour dans l'étape bleue, il y a un compte-rendu à faire. Peut-être que vous avez bonifié des choses, notamment dans la partie contrat, avec les infos que vous avez pu récupérer avec vos pairs, avec votre responsable, les infos additionnelles, etc. Peut-être aussi que vous voudriez expliquer à votre client pourquoi vous allez intervenir ou pourquoi vous n'allez pas intervenir. Et donc tout ça, bah, c'est le bon moment en fait pour le dire. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au moins vous allez vérifier tout de suite avec votre client que votre mandat est clair et que les critères de sortie sont clairs et que le périmètre est clair. Oui, je sais, j'insiste un peu. Qu'on n'a oublié personne, que la durée prévue d'intervention est raisonnable, que l'investissement demandé au client sera bien fourni, etc. Mais tout ça, là, c'est le moment de l'entériner lors de cette dernière rencontre qui est le compte-rendu. OK, 5 étapes. Mais pourquoi on a besoin de tout ça? Et si on ne faisait que l'entrevue du début?
Ce serait déjà pas mal, en fait, pour être honnête. Mais vous ne pourriez répondre qu'à une partie des 5 questions fondamentales. Rappelez-vous, c'est le dernier 5 de la méthode 5-5-5. D'ailleurs, truc rigolo, donc ces 5 questions fondamentales, n'oubliez pas, elles vont vous permettre de savoir si vous voulez accepter ou pas un mandat. Et moi, ce que je trouve rigolo, c'est qu'en France notamment, on parle de mission pour les prestataires. Donc, mission de coaching, par exemple, ou mission d'un prestataire en développement. Mais ça a l'air de rien, comme ça, ce choix de terme là. Mais ça me rappelle, moi, personnellement, en tout cas, retour sur le cinéma un petit peu, ça me rappelle Mission Impossible. Et dans Mission Impossible, il y a cette fameuse phrase, votre mission si vous l'acceptez. Ça vous montre bien qu'en fait, on n'est pas obligé de l'accepter. Bref, c'est quand même important, je trouve, moi, de répondre à ces 5 questions qui permettent de savoir si on veut ou non accepter. Donc, voyons ensemble ce dernier 5 de la démarche 5-5-5. Alors, voilà les 5 questions. C'est un ensemble de questions qui a été suggéré par Véronique Messager, notamment dans son livre Coaching équipe agile. Alors, le nom sonne très, très basique, le nom de ce livre-là. Il s'agit effectivement d'un ouvrage sur les principes premiers du coaching. N'empêche que, comme vous pouvez le voir, je me réfère toujours à ce livre-là de façon assez régulière, même plus de 10 ans après l'avoir lu. Donc, passons rapidement en revue les 5 questions, surtout la dernière que je qualifie de question de luxe. La première, c'est de vérifier si j'ai un appel à l'aide clair. Un appel à l'aide clair, c'est pas juste parce qu'on a justement une entrevue qu'on a un appel à l'aide claire. Rappelez-vous mon exemple où quand je demande à la personne qu'est-ce que vous voulez changer, c'est pour l'instant rien. C'est pas un appel à l'aide claire finalement. Ok. Donc il faut vérifier ça. Ensuite, est-ce que c'est ma responsabilité de coach? Je pourrais avoir un appel à l'aide claire, mais ce qu'on me demande de faire, c'est de, je ne sais pas moi, déployer un serveur quelque part. Okay, en tant que coach, ce n'est pas vraiment ce que je fais, ce n'est pas ma responsabilité. Et pendant de ça, c'est est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Parce que peut-être que je sais le faire, hein, déployer un... peut-être que je sais le faire, moi, déployer un serveur, c'est possible. Donc, je vais le vérifier. Mais il faut bien faire ce pendant de ces 2 choses-là. Est-ce que je sais le faire et est-ce que je dois le faire? Okay. Donc, il y a vraiment ces deux questions-là fonctionnent bien ensemble. C'est pas aussi simple, ai-je les compétences nécessaires que ça en a l'air? Ça peut aussi être, c'est pas aussi brutal que non, donc je dis non au mandat. Ça peut être aussi, est-ce que j'ai le temps de les acquérir avant ou même pendant et sans que ça gêne le bon déroulement du mandat? Parfois, c'est possible. Parfois, il vous suffit juste d'acquérir quelques connaissances que vous n'avez pas encore, mais vous pourrez le faire à temps ou vous pourrez le faire sur le tas. C'est bon, ça marche. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a une question aussi là qui est un peu travaillée de façon spéciale ici. Elle a été formulée comme ça par Véronique Messager. Vais-je faire moins de 50% du travail nécessaire? Ce qu'on va vérifier ici, hein, ce que ça veut dire derrière ça, c'est est-ce que vous allez être un membre de l'équipe ou est-ce que vous allez vraiment être un accompagnateur? C'est ça qu'on essaie de vérifier. Donc, si vous faites plus de 50% du travail, probablement que vous êtes un membre de l'équipe, en fait. Et enfin, il y a cette fameuse dernière question, là, celle que j'ai qualifiée de question de luxe. Parce que là, tout le monde ne peut pas se la permettre. Et j'ai envie d'intervenir. Parce qu'on a pu répondre oui à tout, là. J'ai un appel à l'aide claire. C'est ma responsabilité de coach. Je sais le faire. Je suis bien accompagnateur. Je ne suis pas un membre de l'équipe. Mais je n'ai pas envie. C'est super important, en fait, de se la poser cette question-là. Parce que quand on y va, malgré le fait qu'on n'ait pas envie, bah, généralement, on fait du mauvais travail. C'est super important de se la poser, n'empêche que tout le monde ne peut pas se la permettre. Alors, on va voir dans l'étape suivante comment on peut faire pour tricher quand on ne peut pas se permettre, pour quand même se la poser, mais d'une façon un peu détournée. Alors, voici comment ces questions sont distribuées dans la méthode. Donc, l'appel à l'aide claire, vous devriez avoir une bonne idée, si vous l'avez ou pas, à la fin de l'entrevue et ou des informations additionnelles. Pareil pour si c'est une intervention d'accompagnement ou si vous allez être un coach dans l'équipe, en fait. Donc, ces deux choses-là, normalement, vous devriez pouvoir y répondre facilement ici. Typiquement, c'est avec ces fameux critères et ces fameux investissements que vous allez vérifier avec la personne. Est-ce ma responsabilité de coach? Là, je l'ai mis à cheval aussi avec l'évaluation par les pairs parce que
il est possible que parfois vous ayez l'impression que oui, c'est une intervention de coach, mais avec un coup d'œil d'un autre coach, il pourra vous dire, attends, t'es sûr, vérifie bien cette chose, telle chose dans ce mandat-là, parce que ça me donne plutôt l'impression que c'est un autre type de spécialiste qu'il leur faut. Un exemple typique ici qui m'est arrivé, hein, j'ai eu une personne une fois qui me demandait clairement de l'aide, et ce qu'elle voulait, je m'en suis aperçu plus tard, mais en fait, c'est grâce au coup d'œil d'un autre coach. Ce que la personne avait besoin, c'était d'un soutien psychologique, mais d'un professionnel de la psychologie. Ce n'était pas du coaching, en fait. Bah, un deuxième coup d'œil, ça peut aider. Ensuite, là, effectivement, on a parlé de ce responsable qui va nous aider à savoir si on a les compétences, soit nous-mêmes, soit dans l'équipe disponible pour répondre au mandat. Il n'y a pas de problème. Et il y a la fameuse question de luxe qui est là aussi. Pourquoi? Parce que ici, une des choses qu'on peut faire, c'est vraiment de décomposer ça comme je l'ai fait tout à l'heure, vérifier que c'est aligné avec une stratégie, vérifier qu'il y aura vraiment un impact si on intervient, vérifier s'il y a une opportunité de croissance pour les coachs. On a parlé un petit peu de ça aussi. Est-ce que c'est bénéfique si j'envoie un coach qui ne connaît pas? J'envoie un coach là, est-ce que ça va aider l'équipe parce qu'on va acquérir de la connaissance? Ça peut être en termes de visibilité. Bref, c'est comme ça qu'on triche en fait, hein, quand on n'a pas le luxe de se poser cette question-là. Voilà comment les questions sont réparties. Je vais peut-être avant de vous expliquer les avantages qu'il y a à mettre en place cette méthode-là, je vais peut-être prendre quelques questions très rapidement. Donc Fernanda, s'il y a déjà quelques questions, n'hésite pas. Et puis si vous voulez en poser une maintenant, ça peut. Bon, jusqu'au moment, les gens veulent seulement savoir par rapport à tes dessins si c'est obligé d'avoir une barbe pour être un coach. Non, parce que alors, si c'était le cas, il n'y aurait pas de coach féminin. Donc non, je crois pas. Mais c'est quand même vrai que moi, par exemple, hein, je parle de mon cas personnel là, j'avais pas cet attirail du chignon, de la barbe avant de devenir coach. Et en fait, j'ai une tête d'enfant quand j'ai pas tout ça. J'étais pas super crédible. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment que ma vie. Je pense pas que ce soit le cas pour les autres coachs qui ont aussi une barbe. Je pense que c'est juste un hasard. Parfait. Mais c'était une très bonne question. Bon, Pour l'instant, c'est tout. oui, on n'a pas plus de questions que ça. C'est seulement des bons commentaires. Ok, bon, c'est une bonne nouvelle. On va parier sur le fait que ça veut dire que c'est clair jusque-là. On a le droit de rêver. Donc, ce qu'on peut faire, on peut passer à la suite, qui est de se demander pourquoi on voudrait une telle procédure pour établir nos mandats. Bon, ok, pas ce type de mandat. Si vous repartez de cette présentation sans vous dire que je suis obsédé par mandat périmètre, c'est une sorte de miracle, hein. Je tiens à le dire. Mais je vais vous donner quand même 6 avantages, et 6, ça tombe bien parce que d'après les experts de PowerPoint, c'est un chiffre magique 6. Je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles c'est intéressant de mettre en place ce genre de démarche. Alors, certaines de ces raisons concernent le client. Donc, c'est un peu l'histoire de la première impression, donc de la première citation, mais beaucoup vont concerner directement le coach. Et là, c'est le fameux oui, mais pas que. Vous vous souvenez de cette petite citation secondaire. Alors, mandat et périmètre sont clés. Je ne sais pas si je l'ai dit ça encore. À ce stade, vous devriez vraiment être content quand je prononce ces mots, normalement, parce que vous avez bien donné vos coordonnées bancaires aux organisateurs, hein. Parce que j'avais convenu avec les organisateurs que tous les participants auraient un virement d'$1 à chaque fois que je disais le mot mandat ou périmètre. Donc là, si j'ai bien compté, on en est à 96$. Ça valait le coup de venir, hein. Si vous n'avez pas donné vos coordonnées bancaires, désolé, c'est trop tard, on n'a plus le temps là. Bon, tant qu'on parle de chiffres, revenons à nos 50%. En fait, la moitié, si ce n'est plus, parce que je me trouve un peu généreux pour ne pas mettre plus que 50%, 50% des problèmes, donc la moitié, lors de nos interventions, viennent en fait d'un problème de définition ou de perception du mandat et du périmètre. Gling, 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 98$. Je vais vous donner un exemple. J'ai un collègue
se fait contacter par un gestionnaire dans l'entreprise où il est coach et on lui dit qu'il va devoir auditer, évaluer un Scrum Master de la même organisation qui a des difficultés. Donc, lui, il va comme si c'était un mandat d'audit. Donc, ça veut dire qu'il commence à faire des évaluations, à regarder, un peu évaluer la performance, en fait, de ce Scrum Master-là. Et ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que le Scrum Master, lui, on lui avait présenté le mandat comme étant un mandat où le coach allait venir l'aider à gérer son problème numéro un. Son problème numéro un était de bien gérer son temps entre les 3 équipes que ce Scrum Master avait. Et c'était ça son problème numéro un. Et lui, il ne comprend pas, d'un coup, il se fait évaluer. Donc ça se passe assez mal, parce que le coach, lui, pointait des défauts qui n'avaient rien à voir avec ce problème de gestion du temps. Le Scrum Master, lui, se sentait pointé du doigt. Bref, ça se passait très, très mal. Tout ça pour un simple problème d'évaluation du mandat. Et ça nous arrive souvent, en fait. C'est pas toujours aussi flagrant que ça, mais ça nous arrive très, très souvent qu'on va aider quelqu'un, mais en fait, cette personne ne s'attendait pas à être coachée. Donc, c'est un problème de périmètre. Ça nous arrive très, très souvent. Et en fait, je pense que la plupart de nos problèmes, plus de la moitié, ça vient de ça. Ça vient d'un mandat ou d'un périmètre qui n'est pas clair. Ensuite, je ne sais pas combien vous mettez de temps en général pour établir clairement ce qu'on attend de vous. Mais cette méthode-là, c'est très efficace. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'entrevue, elle va prendre 1 heure, 1 heure et demie. Si vous ajoutez les petites étapes supplémentaires qu'on a vues ensemble, les 4 autres, je pense qu'en 2 heures, si vous cumulez le temps, en 2 heures, vous avez un mandat et un périmètre qui sont très, très solides. Donc, c'est quand même assez efficace parce que avant d'utiliser ça, ça m'est arrivé très souvent de mettre plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'être sûr vraiment de ce qu'on attendait de moi. Là, normalement, on obtient ça plus rapidement. Ensuite, c'est le début d'une démarche intégrale. Comme un médecin, on ne commence pas par le diagnostic, on ne commence pas à ausculter partout sans avoir compris pourquoi les gens sont là, pourquoi ils nous ont demandé de venir. Vous seriez vraiment à l'aise, en vrai, vous, si un médecin, sans rien vous dire, vérifiait votre genou, prendrait une radio, et plein de choses comme ça, alors que vous venez juste pour des migraines, comme moi dans mon exemple. On ne serait pas super à l'aise. Donc, il ne faut pas commencer par un diagnostic. Donc, il faut une démarche qui a une étape précédente. Ensuite, un médecin, comme on l'a vu ensemble, va poser des questions pour établir le contour de son intervention, comprendre ce que vous cherchez, éliminer les fausses pistes. Et ensuite, il va faire son diagnostic, son auscultation. Et il va vous prescrire son traitement, etc. D'ailleurs, au passage, un médecin a une obligation de moyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas s'engager sur votre guérison. C'est pas ce qu'il fait. Il va s'engager sur le fait qu'il a mis en œuvre tous les moyens possibles pour que vous ayez toutes les chances de guérir. Mais il ne peut pas s'engager sur le résultat parce que s'il vous donne le meilleur traitement du monde et que vous ne le prenez pas, il n'y aura pas de résultat. Donc tout ne lui appartient pas dans le résultat, donc il ne s'engage que sur les moyens. Pour nous, en tant que coach, c'est un peu pareil. Donc non seulement on a une démarche intégrale qui ressemble, mais on a aussi cette obligation de moyens-là. D'ailleurs, quand on fait un procès à un médecin, faites pas des procès à vos coachs, en tout cas pas à moi, s'il vous plaît. Mais quand on fait un procès à un médecin, et il ne se défend pas sur le fait que vous n'êtes pas guéri, il se défend en prouvant qu'il a mis en œuvre tout ce qu'il pouvait avec l'état d'avancement de la médecine, avec qu'il a fait tous les diagnostics possibles, tous les scanners, etc. C'est comme ça qu'il se défend. Donc ça prouve bien qu'ils ont une obligation de moyens. Pour nous, c'est pareil. Et cette démarche intégrale, elle vient un peu avec un corollaire. Elle permet de combattre cette impression qui est parfois justifiée, mais pas toujours, que le coach ou ses équivalents sont des improvisateurs. Et avoir la sensation qu'en face de nous, on a quelqu'un qui improvise, ça ne plaît pas à tous les prospects. Alors c'est vrai, le coach ne sait pas ce que le client doit faire a priori pour se sortir de ses difficultés. Mais le docteur non plus ne sait pas quel traitement il va vous donner quand vous entrez dans sa salle d'attente. Mais pour autant, il n'improvise pas. En tout cas, j'espère pour vous qu'il n'improvise pas. Là, même si on ne connaît pas le traitement a priori, on peut aussi expliquer la démarche qui est claire et rodée. On fait cette prise de contact que je viens de vous montrer là en 5 étapes. On fait son diagnostic ou son audit. On détermine des états cibles qu'on construit avec son prospect. On trouve l'état idéal qu'on veut atteindre.
et on établit un plan d'accompagnement, parfois on parle plan d'accompagnement, un plan d'accompagnement pour parvenir à cet état qu'on a choisi ensemble. D'ailleurs, un truc que je viens de dire implicitement un petit peu ici, c'est que cette démarche en fait de prise de contact avec votre futur coaché, c'est pas un événement qui a lieu avant de commencer votre vrai travail, qui serait lui de coacher. Non, non, c'est vraiment la première étape de votre travail. D'ailleurs, l'exemple qu'on a pris, c'est plein de, on voit déjà plein d'éléments de coaching en fait dans les questions que je vous ai montrées, etc. On va faire prendre conscience aux gens de plein de choses. Notamment, on a parlé de ce décalage entre besoin et demande. Donc, faire prendre conscience de choses, c'est une des premières choses, selon Steve de Chaser, qu'il faut faire quand on est coach. On va donner des choix aux gens. Donc, c'est notamment cette partie demande et contrat. Les gens ne peuvent pas résoudre tous leurs problèmes d'un coup. Donc, on va leur faire des choix. Donc ça aussi, ça fait partie d'une démarche de coaching. On va leur donner confiance parce qu'on parle de succès, de critères de succès et pas de problèmes. Les problèmes ne sont qu'une étape pour arriver à définir ces critères de succès. Donc on leur donne confiance. C'est quand même toujours plus rassurant. On parlait aussi tout à l'heure, le médecin essaie de rassurer ses patients. Voilà, c'est pareil. On parlait de faire ça. Là, c'est pareil. On va donner confiance parce qu'on parle de succès. Donc ces 3 C-là, donc conscience, confiance et choix, si on en croit les experts du coaching, c'est du coaching. Alors, la méthode ici ne permet pas, donc ce que je vous ai montré aujourd'hui ne permet pas de mettre en place ce qu'on appelait les 3 P, donc qui sont permission, pouvoir et protection, qui sont le pendant un petit peu aussi dans le coaching, des 3 C. Mais ça, c'est ce qu'on va faire dans les étapes suivantes de notre approche intégrale. Donc, ce n'est pas dans la première prise de contact, mais c'est dans les autres choses. Donc, quand on va établir notre plan, quand on va faire nos diagnostics, etc., là, on va pouvoir mettre en place les 3 P. Au passage, les 3 P, ça s'appelle parfois le triangle thérapeutique. Alors, je viens de le dire, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on sait à quoi s'attendre, nous et le client. C'est rassurant parce que c'est un peu l'industrialisation. C'est plus répétable que l'artisanat. Le gros avantage quand vous avez ce genre de démarche-là, c'est si vous n'êtes pas tout seul, donc vous êtes dans une équipe, vous ne pouvez pas intervenir, mais quelqu'un d'autre doit intervenir, c'est quand même super facile de transférer la connaissance que vous avez acquise avec ce client-là à quelqu'un d'autre. Exactement comme votre médecin qui a un fichier médical de vous qui peut être transféré d'un médecin à l'autre. Là, c'est pareil. Et ces fichiers médicaux, ils ne sont pas désordonnés. Là, c'est pareil, grâce à une approche comme celle-ci, on a ordonné nos informations, on les a bien catégorisées, donc c'est facile à transférer. C'est rassurant aussi parce qu'on est certain de la bonne compréhension. Moi, je suis certain d'avoir compris, et si je demande à mon client quel est mon mandat, il va me dire la même chose que ce que moi, je pourrais dire en répondant à la même question. Et comme je l'ai dit aussi, c'est assez rassurant parce qu'on parle déjà de succès. Donc, quand on parle déjà de succès, là, on est effectivement dans la première impression. Aussi, j'utilise beaucoup la comparaison avec le médecin. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais vraiment, je trouve que ça marche beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, on peut transférer ses notes, etc., avec quelqu'un. Et comme on a 50% de nos problèmes qui viennent de ces problèmes de définition-là, quand on se rend compte, nous, que le mandat est en train de changer, parce que c'est possible, notre mandat, il n'est pas établi au jour 1, on me dit souvent, mais le client, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, mais toi, tu lui demandes dès le premier jour. Oui, je lui demande ce qu'il veut à date, mais c'est possible qu'il change d'avis, qu'il y a quelque chose, que des événements arrivent et qu'il change. Là, c'est facile de réévaluer son mandat et de savoir qu'est-ce qui a changé. On peut enlever des choses, en rajouter, etc., modifier la durée. C'est facile parce que tout est clairement stipulé quelque part. Donc, ça sert aussi à ça. Je trouve que c'est très efficace. Mais c'est pareil avec votre médecin aussi. Si vous êtes venu pour des problèmes de migraine à un moment donné, mais qu'avec le traitement qu'il vous a donné, le nouveau problème que vous avez, c'est autre chose, vous pouvez revenir et rechanger. Il ne va pas vous dire « Ah non, vous êtes venu pour les migraines, je ne change pas, continuez les exercices. » Non, il va s'adapter aussi. Là, c'est pareil. Alors, voilà pour moi aujourd'hui.
Mais juste avant, vous voyez qu'il y a un petit QR code là au milieu, mais en fait, il s'agit tout simplement, alors je vais vous laisser la parole, mais je vous parle juste de ça. Si vous suivez ça ou si vous suivez le lien, vous aurez accès à un zip qui contient tout le matériel mentionné aujourd'hui, donc non seulement les transparents d'aujourd'hui, donc le slide, mais aussi les gabarits des questions pour la partie entrevue en français, en anglais, le guide qui explique plus en profondeur, etc. Tout ce que j'ai mentionné, vous le retrouverez là-dedans. Et maintenant, c'est à vous. Alors, utiliseriez-vous un tel outil? En utilisez-vous déjà un d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que celui-là qui existe, j'imagine. Seriez-vous partant, vous, pour travailler sur ce genre de choses avec vos équipiers, etc. Bref, c'est à vous. Parfait, nous avons déjà quelques questions. Parfait. Une question, c'est si tu aurais quelques trucs, quelques conseils à donner dans l'utilisation pour des one-one coach et non pour une équipe. Ouais, je vais vous montrer en fait un exemple. En fait, j'ai plusieurs annexes, mais j'ai un exemple en fait où là, ça parle à une seule personne. Vous voyez, c'est plus léger d'un coup, hein. On n'a plus la même chose, on n'a plus besoin de savoir quelle est sa hiérarchie, etc. Ça n'a plus aucun sens. Donc, c'est très facile à adapter. Donc, vous, c'est ça que vous allez faire. Vous allez repasser dans le gabarit, vous allez retirer tout ce qui ne sert à rien. Mais sinon, la plupart des questions qui ne touchent pas à l'idée d'organisation, elles sont toujours applicables. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a fait ici. Ce que vous avez comme exemple, là, c'est l'exemple que j'ai utilisé pour la présidente d'un très, très grand groupe dont vous utilisez tous les services au Québec, mais je ne peux pas dire qui, mais croyez-moi, vous utilisez tous leurs services sans exception, surtout tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, vous êtes obligés. Euh, et, euh, et donc, vous voyez que c'est tout à fait faisable. À part la première colonne où j'ai vraiment allégé, le reste similaire. Sauf que je ne lui demande pas exactement les mêmes choses de la même façon, mais il y a juste un tout petit peu adapté. Il n'y a quasiment rien à faire. C'est déjà prévu à l'intérieur du format. Donc, est-ce que je peux donner un exemple de qu'est-ce qui est différent? Oui, par exemple, là, là c'est une présidente d'un groupe, donc elle a des collaborateurs, donc je peux lui demander avec qui je vérifie l'engagement de façon régulière. Mais peut-être que ça, si vous avez qu'un seul individu, vous pouvez l'enlever. C'est vraiment comme ça que vous allez faire. Vous allez regarder ce qui est toujours valable et enlever ce qui n'est pas. Et c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est plus facile pour des individus en fait, d'utiliser le gabarit que pour des équipes, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à demander, donc c'est plus léger. Je vais te poser une dernière question car on arrive à la Ouais, fin, mais il y a toujours les questions dans le chat. Alors, si tu peux venir après pour répondre tout par à fait. texto. Bon, comment cela peut être appliqué à un Scrum Master interne à l'équipe? Ouais, alors, en fait, donc c'est prévu hein, aussi dans la démarche, je vais la remettre très très rapidement. Hop, 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 hop. Voilà, ici. C'est prévu pour que ça soit faisable par des gens en interne aussi. Sauf que et comme je l'ai dit, hein, il y a des questions que vous n'allez pas exactement les formuler de la même façon, notamment, et j'ai envie d'intervenir, vous êtes déjà le Scrum Master, là, vous pouvez plus vous demander ça, mais vous pouvez quand même l'adapter. Là, typiquement, si vous êtes un Scrum Master dans une équipe, ce que vous voulez faire, c'est améliorer le fonctionnement de cette équipe-là. Peut-être que vous-même, vous avez vos idées, mais là, justement, dans cette démarche-là, il faut se détacher complètement nous-mêmes de la solution et puis la laisser émerger de chez les personnes. Bon, ça, c'est un classique. Mais vous pouvez très bien prendre une équipe Scrum, c'est typiquement une dizaine de personnes. Hein. Vous pouvez prendre les 10 personnes et les passer dans le moule de l'entrevue que je vous ai montré ici, là. Ça fonctionne. Bon, alors oui, il y a des questions, vous n'avez pas besoin de les demander parce que vous avez déjà les réponses. Le nom du groupe, vous le connaissez si vous êtes le Scrum Master ou qui sont les responsables, vous n'avez pas besoin de les demander. Vous avez certainement aussi pareil à extraire 2-3 trucs, mais sinon, la plupart des choses ici sont quasiment applicables. Périmètre, ça a l'air idiot, on pourrait se dire bah, c'est évidemment l'équipe, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez, avec votre équipe, vous allez devoir les régler avec une autre personne qui appartient à un autre service, c'est possible. Donc toutes les questions là quasiment sont valables, à part les premières sur rôle et organisation, parce que vous avez déjà la réponse. Elles sont valables, mais vous avez déjà la réponse. Donc c'est tout à fait utilisable. Parfait, excellent. Alors, merci beaucoup, Gaël. Les questions sont encore dans le chat, si tu pouvais passer Ouais, les je vais répondre. passer tout de suite après. Excellent. Merci à tous les participants et un bon Merci. après-midi. Merci aux participants, merci à toi Fernanda. Merci. Bye.